que Ah, tout le monde voit bien tout à mon fait. écran et m'entend bien? Oui. C'est parfait. Ok. Eh ben, je vais lancer mon petit chrono aussi, comme ça je suis sûr. Donc voilà, par rapport aux deux présentations qui ont eu lieu juste avant, nous on va beaucoup plus se centrer sur les formateurs de futurs enseignants, puisqu'ici le titre de l'intervention c'est Analyse de l'activité de 3 formateurs de futurs enseignants à l'intégration des outils numériques aux pratiques d'enseignement. Alors, le contexte dans lequel ça se déroule, donc ici ça se passe en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de la formation initiale des futurs enseignants, qui est un bachelier dans notre cas. Et ce qu'on peut déjà dire par rapport aux formateurs de futurs enseignants ici, c'est qu'ils sont face à un cours pour former aux outils numériques, un cours pour lesquels ils ont une prescription extrêmement faible, dans le sens où les deux seules choses qui leur sont prescrites, c'est l'intitulé du cours qui s'appelle « Apport des médias et des technologies de l'information et de la communication en enseignement », qui est déjà un titre qui peut prêter à l'interprétation. Et par ailleurs, ils ont aussi comme prescription le volume horaire, c'est-à-dire un cours de 60 heures. C'est la seule chose, les seules contraintes qu'ils ont. C'est appelé à changer, ça on pourra peut-être en discuter, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Donc ici on est face à une tâche qu'on va appeler nous discrétionnaire, dans le sens où il y a une très grosse latitude qui est laissée aux formateurs de futurs enseignants par rapport au contenu du cours, à l'approche, etc., etc. Avec Christophe, on avait réalisé une petite étude, une étude l'année passée. Cela, on avait étudié la manière dont ils définisaient leur tâche, c'est-à-dire le sens qu'ils donnaient à leur cours, les contenus qu'ils abordaient, les objectifs qu'ils donnaient à leur cours, etc., etc. Et ce qui était ressorti, c'est qu'on avait dégagé 3 catégories de profils chez ces formateurs-là. Des profils qui centraient la formation aux outils numériques sur des usages didactiques des outils, donc on utilise des outils pour enseigner. Des profils de formateurs qui centraient la formation numérique sur des aspects médiatiques, dans le sens où ils amenaient les étudiants à produire des médias, à en construire, en réaliser, etc. Et un dernier profil où les formateurs étaient plus dans une centration qu'on a appelée bureautique, dans le sens où ils formaient les futurs enseignants aux usages des outils de bureautique classiques. Ce qu'on a décidé de faire pour cette étude-ci, c'est de faire un focus sur 3 enseignants du profil à centration didactique, donc qui vise à former les futurs enseignants à utiliser les outils numériques pour enseigner. Et pour l'intervention ici, on fait un petit zoom sur 2 de ces enseignants-là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'analyser leur activité au sein du cours d'apport des médias et d'éthique en enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par activité? La notion d'activité, si certains connaissent, c'est historiquement, on peut par exemple la situer dans la distinction entre la tâche et l'activité. En fait, c'est l'idée qu'un professionnel, là on parle de professionnel, pas forcément un professionnel, mais dans notre cas c'est ça, lorsqu'il exécute une tâche, il y a un certain nombre de comportements visibles, il y a l'exécution de la tâche, pour autant il se passe toute une série d'autres choses pour que cette tâche ait lieu. Et quelque part, si on prend la définition de Rogalski, ça peut être éclairant à ce niveau-là, c'est que l'activité, c'est tout ce que fait, dit, pense, s'empêche de faire un sujet lorsqu'il exécute une tâche, donc ce n'est pas limité à l'exécution de la tâche. Alors la notion d'activité, on peut, en termes de cas théoriques, prendre plusieurs angles d'attaque différents. Nous, on est parti sur la notion de schème, donc la notion que beaucoup connaissent, hein, qui vient de Piaget à la base, mais qui a été prolongée par Gérard Vergniaud, puis par Pierre Pastré, et on va plus se centrer sur le prolongement du schème que ces auteurs-là ont proposé. En gros, un schème, au sens de la définition de Vergniaud, c'est une organisation invariante de l'activité d'un sujet pour une classe de situations. En d'autres termes, le schème d'un sujet, c'est ce qui va guider son activité. Alors, on trouve différents composants dans le schème. On a les buts que la personne se donne, les règles d'action, hein, c'est-à-dire comment elle fonctionne dans telle situation, etc. Mais surtout, et c'est ça qui va nous intéresser le plus, au cœur du schème, il y a ce qu'on appelle des invariants opératoires, c'est-à-dire des concepts ou des postulats qui sont au cœur de l'action du sujet, qui peuvent être tout à fait explicites pour lui ou qui peuvent être en partie implicites, voire inconscients pour le sujet. Le fait est que voilà, ces concepts et ces postulats
sont au cœur de sa manière de fonctionner et guident sa manière de fonctionner, participent à la définition de ses buts d'action, de ses règles d'action, donc de sa manière de fonctionner, etc. Alors, une petite précision, là je parle d'action, de but, d'activité, etc. Il y a beaucoup de catégories différentes sur toutes ces notions-là. Ici, moi, je vais me référer uniquement au cadre de Vergniaud. Hein. Donc ici, but, activité, action, etc. C'est au sens de Vergniaud, au sens que je viens de décrire ici, et pas au sens de Léontief, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'on recourt à ces notions-là? Ça permet de dépasser quelque part une analyse didactique de la formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler, hein, ça fait partie de l'activité, hein, l'approche didactique d'un formateur, mais ça nous permet d'aller un peu plus profondément, on va dire, et d'essayer d'identifier les conceptualisations qui les guident dans le cadre de leur pratique. Alors, méthodologiquement, comment est-ce qu'on a fonctionné? Il y a eu d'abord un entretien préalable qui en fait constituait le matériau de recherche de la première étude, qui permettait de situer un petit peu voilà, le sens que le formateur donnait à son cours, les contenus qu'il abordait, etc., de manière déclarée. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a été en classe, hein, dans la salle des formateurs, à chaque fois pour aller observer les activités, les filmer et puis mener des entretiens d'autoconfrontation, c'est-à-dire où on replaçait le formateur face à la vidéo de sa pratique durant la séance et on lui demandait de commenter, de réexpliquer son action, les raisons de ses actes, etc. etc. Et c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de faire tout au long du dispositif de cours de nos 3 formateurs, ce qui représentait en tout une quinzaine de séances, et à chaque fois une quinzaine d'entretiens forcément. Alors, la manière dont on a analysé ça, vu qu'on a travaillé avec Christophe, on a co-analysé quelque part dans le sens où on analysait à 2 et on confrontait les analyses du matériau de recherche. Et on a fonctionné pour l'information avec le logiciel Atlas, qui est bien pratique dans le sens où il n'y a aucune analyse qui était automatisée par le logiciel, mais ça nous soutenait, ça nous aidait à mener les analyses efficacement. En gros, hein, pour la faire de manière plus concrète, à chaque fois, on retranscrivait un entretien. Ensuite, on le codait avec ce que Payet et Micheli appellent des catégories conceptualisantes, mais en particulier de la description analytique, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. En tout cas, on codait des portions de texte par rapport à ce que la personne nous disait. Donc, la manière dont on codait le texte, ça émergeait directement du verbatim. Et ensuite, toutes ces étiquettes de codage, on les organisait en réseaux conceptuels, on les regroupait au niveau du sens qu'elles avaient entre elles, et on essayait d'avoir une analyse un peu plus inférentielle pour dégager ce qu'il y avait derrière tout un regroupement de codage, etc. Alors là, ça paraît très procédural, mais en fait, ça restait très ouvert comme méthode, dans le sens où on revenait régulièrement, on relisait les passages d'entretien régulièrement, on revenait à nos notes, etc., etc. Alors, je vais commencer par présenter du coup un des deux, les analyses qu'on a fait d'un des 2 formateurs qui s'appelle Mathieu. Enfin, c'est un pseudonyme, hein, il n'y a pas de Mathieu, mais voilà, on va l'appeler comme ça. Alors, je commence par résumer sa démarche didactique pour que ce soit clair pour tout le monde. Sa manière de fonctionner quand il était avec son groupe d'étudiants, c'est qu'au début de son cours, dans la première séance, il leur présentait une série d'outils numériques qu'il jugeait intéressants pour un enseignant. Et ensuite, il leur demandait de construire tout au long du cours, en tout cas tout au long d'une partie des séances, en sous-groupe, une séquence d'enseignement qui intègre un des outils qui aura été présenté. L'idée, c'est d'amener les enseignants à formaliser cette séquence au sein d'une fiche. Et alors, le formateur, lui, durant ces moments de construction, passait dans les sous-groupes, apportait son aide, étayait le processus. Ensuite, dans les dernières séances, ce qu'il demandait aux étudiants, à chaque sous-groupe, c'était d'animer la séquence construite face aux autres étudiants. Donc, une forme, quelque part, de micro-enseignement. Et systématiquement, à la suite d'une animation, il invitait l'ensemble du groupe à une auto-hétéro-évaluation, c'est-à-dire que chaque étudiant s'auto-évaluait, mais on invitait aussi les autres étudiants du groupe à proposer une évaluation, lui-même en tant qu'enseignant, donner un feedback, etc. Voilà pour sa démarche didactique. Maintenant, pour son schème, ce qu'on a réussi à dégager de nos observations et des entretiens, je vais d'abord commencer par les invariants opératoires, donc ce qui est un petit peu au cœur de sa manière de fonctionner. On en a repéré 3, à savoir le premier, c'est la notion qu'on a appelée d'enseignant-praticien, c'est-à-dire cette vision d'un enseignant qui construit des choses, ou en tout cas d'un futur enseignant qui construit des choses directement transposables dans la pratique, d'un enseignant qui sait jouer la séquence et mobiliser les apprenants dans cette séquence-là,
un enseignant qui n'explique pas sa séquence, mais qui est vraiment capable de l'animer, etc., etc., je vais évidemment approfondir un peu ça. Autre invariant opératoire qu'on a repéré, c'est la notion de collaboration, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui le guide dans sa manière de fonctionner, dans le sens où il amène vraiment les étudiants à échanger, à participer tous au processus, à ne pas coopérer, mais à collaborer, à ne pas trop se répartir les tâches. Je détaillerai aussi. Et dernier élément qu'on a observé chez lui, c'est la notion d'auto-investissement de l'étudiant, qui est un petit peu particulière celle-là et qui est sans doute un peu liée à son contexte où il y a un taux de présence au cours assez fluctuant. Mais en tout cas, il avait beaucoup dans ses préoccupations cette idée que l'étudiant s'investisse dans le cours, qu'il rende le cours vivant, qu'il participe activement, etc. Donc voilà 3 invariants opératoires. Et alors, pour les concrétiser un peu plus, on a décidé de les mettre en lien avec les buts qu'on a identifiés dans son action. Par exemple, ces buts ici, ça peut être des buts qui sont larges, au sens où ça peut être ses objectifs d'apprentissage, ou parfois des buts beaucoup plus locaux, par exemple le but qu'il a ou le sous-but qu'il a dans une interaction avec un sous-groupe, etc. Par exemple, il avait lui comme objectif de faire découvrir aux étudiants des outils qui directement transférables dans sa pratique, ce qu'on relie à cette idée d'enseignant praticien. Il avait comme but d'amener les étudiants enseignants, c'est-à-dire dans le moment d'animation, à mobiliser les étudiants apprenants, c'est-à-dire à ce que spontanément les étudiants apprenants se mettent à participer à l'activité, etc., etc. Donc que l'activité marche quelque part. Alors, il avait comme but de constituer, c'est un objectif plus général, une banque de fiches de séquences qui soient directement utilisables par les étudiants quand ils commenceront leur métier. Donc on a identifié toute une série de buts comme ça les étudiants au moment de l'animation soient dans du co-enseignement, c'est-à-dire qu'ils participent tous à l'animation de l'activité à part relativement égale, ce qu'on relie ici à la notion de collaboration, enfin son invariant opératoire très axé collaboration. Voilà, il veut faire découvrir aux étudiants des logiciels qui ont un potentiel pédagogique en leur permettant de faire abstraction de l'aspect esthétique. Il veut motiver les étudiants à participer au cours, etc. Ce qu'on peut relier à l'auto-investissement. Ça, c'est ses buts de l'action. C'est un échantillon, évidemment. On a essayé d'identifier ses règles d'action, enfin en tout cas une partie de ses règles d'action, c'est-à-dire sa manière de fonctionner. Là, je vous en cite aussi quelques-unes. D'abord, premièrement, ça je l'ai dit dans la démarche didactique, il fait construire aux étudiants des séquences d'enseignement et il les fait jouer devant la classe. Ce qui peut se relier, dans notre cas, à l'invariant opératoire d'enseignant-praticien. Autre élément intéressant dans sa manière de fonctionner, c'est qu'il amène les étudiants, lorsqu'ils construisent la séquence d'enseignement et qu'ils l'animent, à leur faire anticiper toutes les caractéristiques contextuelles de la séquence, c'est-à-dire prendre en compte tous les aspects techniques, le câblage peut-être des supports qu'il utilise, la charge des tablettes, l'installation des applications, tous les aspects qui mettent en fait l'étudiant en situation réelle. Alors, je vais aller un peu plus vite, mais par exemple, il interrompt les étudiants si la séquence est expliquée et pas jouée dans sa manière de fonctionner, pour rappeler qu'ils doivent vraiment jouer la séquence et pas l'expliquer. Voilà, enfin, il donne aux étudiants des accès à des espaces de travail collaboratifs. Il structure les fiches que les étudiants doivent rédiger pour qu'elles soient directement utilisables par les autres étudiants, ce qu'on peut à la fois rapprocher de cette idée d'enseignant praticien avec cet aspect directement utilisable, et à la fois cette idée de collaboration où il considère que le partage ici serait intéressant, etc. etc. Voilà, j'en passe quelques-unes hein, pour vous donner des idées. Par exemple, autre chose dans sa manière de fonctionner, il invite les étudiants à l'évaluation par les pairs en fin de séquence, avec cette idée que les pairs peuvent apporter quelque chose, donc il y a une espèce de collaboration, et en même temps, il y a cette forte évaluation sur la qualité de la séquence en tant qu'enseignant, etc., etc. Donc voilà, on en a beaucoup, je ne vais évidemment pas tous les dire ici pour passer au second formateur, qu'on a appelé Valérie. Voilà, je vous présente aussi sa démarche didactique. Valérie, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'en début de cours, elle présentait des modèles théoriques liés à l'usage du numérique ou à la technopédagogie ou au numérique de manière plus générale, le modèle SAMR, le modèle ASPID, le modèle Dishcamp, et aussi un modèle personnel qui a trait à la plus-value pédagogique du numérique. Donc, quand je dis personnel, c'est qu'elle l'a fait lui-même et qui traitait de différents types de plus-value. Ensuite, elle mettait à disposition aux étudiants une banque d'outils numériques qu'elle a créée elle-même, qui est mise à disposition des étudiants,
Et à nouveau, enfin, à nouveau, en tout cas comme Mathieu, elle leur demandait de construire tout au long du cours, en sous-groupe, aussi une séquence d'enseignement qui intègre un ou plusieurs outils numériques. Et elle aussi, elle passait dans les groupes, elle étayait, elle donnait des apports théoriques et méthodologiques. La différence, enfin une petite différence ici, c'est qu'elle proposait des moments de regard croisés assez bien formalisés, dans le sens où les étudiants devaient réaliser des vignettes où ils expliquaient leurs séquences, puis ces vignettes étaient mélangées, et chaque étudiant faisait des regards critiques. Puis un retour en co-construction. Alors, grosse différence par contre avec Mathieu, c'est qu'à la fin, elle ne leur demandait pas de jouer la séquence, mais de la présenter de manière argumentée aux autres étudiants, en argumentant le bien fondé des choix pédagogiques. Ici, les invariants opératoires qu'on a identifiés chez Valérie, c'est une notion qu'on a appelée d'ingénieur éclairé, c'est-à-dire à nouveau une vision particulière du futur enseignant, mais qui est cette fois un futur enseignant qui est capable de construire des séquences, des bonnes séquences, donc c'est-à-dire un concepteur pédagogique, et qui est à la fois un analyste, c'est-à-dire qui est capable de critiquer une séquence pédagogique à la lumière d'éléments théoriques. Autre invariant opératoire qu'on a observé chez elle, la notion de plus-value du numérique, donc cette idée d'utiliser le numérique pour ce qui permet de faire en d'autres ou en plus d'un point de vue pédagogique qu'un usage non numérique. On a remarqué aussi qu'elle était guidée par un postulat, on va dire ou un théorème qu'on a formulé de cette manière-là, qu'elle considère que c'est l'élève qui doit être actif, c'est lui qui doit utiliser les outils numériques lorsqu'un enseignant recourt à un outil numérique dans une séquence. Et enfin, on a vu qu'elle était fort guidée par une notion de co-enrichissement, avec cette idée que les étudiants apportent des choses dans le cours, s'enrichissent entre eux, et que l'enseignant lui aussi apporte des choses au cours, et quelque part que l'enseignant et l'étudiant ont chacun leurs apports au cours qui peuvent être intéressants. Alors à nouveau, on va un peu concrétiser ça avec les buts de l'action et ses règles d'action. Alors les buts de l'action, par exemple, on observait qu'elle voulait absolument rendre les séquences présentes. On rapproche à la notion d'analyse et de plus-value du numérique. On a vu aussi qu'elle voulait très fort les rendre capables de construire une séquence qui tire parti des opportunités offertes par le numérique, qui soit originale et qui soit transférable en situation de classe. Donc cette idée qui se rapproche aussi de cette volonté, en tout cas cette conceptualisation du concepteur pédagogique, et à nouveau de cette idée de plus-value du numérique. Voilà, et j'avance un petit peu. Elle veut leur faire découvrir des outils et des méthodes, tout simplement, leur faire partager. Elle veut beaucoup les amener à fonder leur choix pédagogique sur des références théoriques, avec cette idée d'analyste, etc., etc. Avec cette idée aussi beaucoup de faire découvrir d'autres manières de faire, de s'enrichir les uns les autres aussi. Mais maintenant, passons à ces règles d'action. Par exemple, un truc qui était vraiment particulier chez elle, c'est qu'elle demandait fréquemment aux étudiants de justifier le bien fondé de leur choix pédagogique à différents moments du processus, dans le sens où c'est le cas évidemment pour l'épreuve finale, d'accord, où elle demande d'argumenter, mais même quand elle passait par exemple dans les sous-groupes, où elle organisait peut-être un débat entre les étudiants, elle les poussait à justifier leur choix et leurs propositions à la lumière des modèles, à la lumière de la plus-value pédagogique, et dans cette idée qu'ils s'enrichissent les uns les autres en argumentant. Elle les amène beaucoup à critiquer les séquences construites par d'autres étudiants. Elle organise beaucoup de co-construction en sous-groupe, etc., etc. Alors, j'accélère un tout petit peu pour avoir le temps de faire la comparaison entre les deux, surtout. Donc voilà, donc elle fait construire des séquences qui traduisent des plus-values. Elle met beaucoup l'étudiant dans des phases actives et elle les pousse à ce que dans leur séquence, ce soit l'élève qui utilise l'outil numérique, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant quand on compare ces deux éléments-là, enfin ces deux analyses de l'activité-là, de ces deux formateurs-là, c'est que quelque part, on peut considérer que leur approche est similaire sous divers aspects, dans le sens où il y a une construction en sous-groupe de séquences qui intègre des outils, etc., etc. Pour autant, quand on regarde l'intérieur de leur schème et leurs invariants opérateurs, il y a des choses qui sont quand même assez distinctes. Par exemple, on observe vraiment une divergence de conceptualisation de ce qu'est un futur enseignant et de ce qu'est le numérique. Dans le cas de Mathieu, par exemple, un futur enseignant, c'est un praticien. C'est-à-dire qu'en tant que futur enseignant, il doit être capable d'animer une séquence, il doit connaître des séquences qui soient directement utilisables dans la pratique, il doit pouvoir les implémenter directement en tenant compte des caractéristiques contextuelles, techniques, etc. Par contre, pour Valérie, un futur enseignant, c'est plutôt un ingénieur pédagogique, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de construire une bonne séquence, de dire pourquoi elle est bonne, de donner un avis argumenté sur une séquence qu'on lui présente, etc., etc. Ici, on ne porte pas de jugement de valeur, on voit juste leur centration différente. D'accord ?
De même avec le numérique, les outils numériques, ben, chez Mathieu, on est plutôt dans l'idée que le numérique, ça sert à enseigner, okay, on peut l'utiliser à différents moments, tandis que chez Valérie, on a beaucoup plus fort cette idée que le numérique, ça sert surtout à innover. Ça sert à la plus-value pédagogique. Et à la limite, quand on l'a questionné là-dessus, on lui demandait par exemple comment elle traitait par exemple des séquences d'enseignement qui traduisent un usage du numérique qui ne traduit pas une plus-value en soi, hein, qui correspond à ce qui pourrait être de la substitution dans les modèles qu'elle utilise. Ben, elle dit que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle considère que l'intérêt d'utiliser le numérique, c'est que justement, il y a une plus-value. Ce qui n'est pas exactement la même chose que Mathieu. Et donc, ces différences de conceptualisation, ben, ça traduit des préoccupations différentes, hein, notamment cette idée que Mathieu, il fait jouer la séquence et il veut que les autres étudiants soient mobilisés en tant qu'apprenants, tandis que Valérie, elle considère que ce n'est pas super intéressant de faire juste, entre guillemets, hein, juste, je reprends ses propos, jouer la séquence, mais de leur faire argumenter sur le bien fondé. C'est plus intéressant. Et donc, on a des règles d'action qui sont différentes, parfois très différentes. Hein. Par exemple, un élément un peu représentatif, ben, Mathieu, lui, si les étudiants commencent à expliquer leur séquence aux autres étudiants, ben, il les interrompt et il les pousse à commencer à la jouer. Et chez Valérie, c'est l'inverse. Elle pousse à expliquer les choix pédagogiques, etc. Ce qui fait une tâche à la fin qui est quand même assez différente. Et donc, je terminerai là-dessus, parce que je ne vois pas Pascal, mais je suis sûr que j'ai un tout petit peu dépassé. Donc, voilà toute cette idée que quelque part, même si ils ont une approche qui peut être similaire, quand on va au fond des conceptualisations, on trouve des divergences qui sont parfois assez marquées. Et donc, on peut supposer que quelque part, ces groupes d'étudiants reçoivent une formation qui est pour partie, en tout cas, différente, malgré le fait qu'ils sont tous centrés sur des usages didactiques du numérique. Et quelque part, Mathieu, il est plus dans une centration isomorphique, Valérie plus dans une centration argumentative, par exemple. Voilà, alors j'avais mis dans le diapo les limites et les méthodologiques et les opportunités manquées, mais je vais m'arrêter là, je les ai juste affichés. Merci beaucoup, Jonathan. Voilà, on a de nouveau un petit peu de temps pour la discussion. Je vois qu'il n'y a pas forcément de réaction dans la conversation. Je ne sais pas s'il y a des questions.